la phase 4, on est en train de redescendre la montagne et pendant la phase ascendante et pendant la phase de plateau, on s'est beaucoup occupé des malades, mais on a beaucoup aussi réfléchi sur les schémas organisationnels, sur l'anticipation. J'ai eu une barre qui s'est beaucoup chargée au niveau de l'hôpital, au niveau du siège AP, au niveau de responsabilité ou d'échange au niveau national, au niveau organisationnel, opérationnel et recherche, et puis un peu aussi au niveau international. Du coup, aujourd'hui, ça va mieux au niveau de l'épidémie. Je passe mon temps à gérer la barque et à toutes les affaires qui sont rangées dedans. Il se trouve qu'à Bichat, on a eu parmi les premiers cas en France et donc en Europe le 24 janvier. Et il se trouve que toute la semaine du 24, à partir du 21, j'étais d'astreinte. Et donc on a vu à Bichat la première petite vaguelette des quelques patients chinois. Après, il y a eu une redescente début février, enfin autour du 10 février. Et puis après, 15 février, c'est reparti. Là, on a vraiment pris un mur d'eau. Alors, on parle de montagne et de barque, mais c'est vrai que les images de l'épidémie, c'est soit une montagne avec quelques passages un peu infranchissables ou avec une pente très élevée, ou alors j'ai aussi l'image d'une tempête. Au début de l'épidémie, l'information, elle était essentiellement chinoise. Et donc, elle était pas forcément évidente à capter. On a eu très vite des échanges directs avec des collègues chinois, mais que ce soit des Chinois vivant et travaillant en France, mais eux-mêmes en contact étroit avec des collègues chinois, ou alors avec des collègues français travaillant à Wuhan. Donc on a été très vite en prise directe avec la réalité de l'épicentre, mais en n'étant jamais absolument certain de la véracité de ces données, puisque potentiellement filtrées par les autorités chinoises. A posteriori, effectivement, quelques informations, je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, mais on s'est fait surprendre par une réalité qui était un peu différente de celle qu'annonçait. Et puis très vite après, quand ça s'est répandu de façon très généralisée, on a pu générer nous-mêmes des informations. Et là, ça a été tout de suite plus facile, entre guillemets, pour y voir plus clair, entre les soignants et les politiques, ou en tout cas les autorités de santé. Je trouvais que l'information véhiculait plutôt bien, mais c'est vrai que l'information médicale, sanitaire, au niveau international, elle a été plus facile finalement une fois que l'épidémie est arrivée en Europe. Et la deuxième vague, on l'a pris de l'Italie et on avait aussi assez directement des échanges avec les Italiens. On a effectivement un dossier médical informatisé qui était en tout cas à la PHP et surtout à Bichat très lent avant la crise. Donc le système d'information, on avait essayé de l'accélérer et de le rendre plus opérationnel avant l'épidémie, et heureusement, parce que on n'a pas été trop gêné par des ralentissements des opérateurs et du système informatique. Après, il n'y a pas eu beaucoup d'échanges de dossiers partagés avec la ville. Heureusement, on a un dossier partagé avec tous les hôpitaux de la PHP. Et donc, ça a permis une certaine fluidité, notamment pour des transferts de malades. Et puis, il y a deux choses aussi qui m'interpellent par rapport à votre question. La première, c'est que très vite, à PHP, et puis ça s'est vraiment dispersé après au niveau de la ville et du SAMU, on a mis en place un système qui s'appelle Covidom. Alors, ça fait pas, ça, pour moi, je l'intègre dans le système d'information, c'est-à-dire que ça a vraiment participé à fluidifier le circuit et à partager les informations entre l'hôpital et la ville. On a enrôlé, entre guillemets, plus de 60 000 personnes, soit via l'hôpital, soit via le SAMU, soit via les médecins de soins primaires. Et on a pu partager des informations à ce niveau-là. Et puis, il se trouve qu'à Reacting, le consortium
de l'INSERM. Dès le lendemain des premiers cas, avec Bordeaux, on a mis en place un staff autour du Covid depuis le samedi 25 janvier. Et ce staff n'a pas cessé d'exister. Et le dernier a eu lieu ce matin. Et ce staff nous a vraiment permis aussi de diffuser des informations médicales. Et aujourd'hui, on échange aussi des initiatives de recherche opérationnelles, pragmatiques, adaptatives en lien avec l'épidémie. Et aussi, on met en place, et on en parlait aussi ce matin, spontanément par des cliniciens, un mode assez spontané de veille épidémiologique de phénomènes émergents, phénomènes cliniques. Donc, ça participe à diffuser l'information. Donc, voilà, ça fait partie aussi, c'est des choses très spontanées, mais qui participent à la dispersion virale de l'information médicale. L'expérience clinique a beaucoup joué. Les 4 ou 5 premiers patients, il y avait déjà les 3 profils un peu stéréotypés de la maladie Covid, ce qui nous a permis très vite d'avoir un rationnel et de pouvoir raisonner sur une typologie de patients qui ensuite s'est confirmée et sur lequel on a pu ébaucher des hypothèses de prise en charge. Et c'est vrai que même aujourd'hui, même si on n'a pas de traitement spécifique antiviral, clairement, je pense qu'on gère mieux les patients. Sur les aspects virologiques, je ne crois pas, mais au moins sur les aspects inflammatoires et thromboemboliques, non pas par des recommandations de niveau A ultra solide, prouvées par une évidence base médecine robuste, mais par des signaux d'une recherche et par un raisonnement de clinicien. On a bien vu que le rythme de l'épidémie était tellement rapide que les choses s'emballaient. On a bien vu que il y avait 66 millions d'infectiologues en France, quasiment du jour au lendemain. Puis on finissait par s'en mêler tous en un mot et en 2 mots. Et je pense que voilà, autant dans une épidémie, on a appris que ce qu'on pouvait dire un jour n'était pas forcément valable 2 jours après. Autant il y a eu un emballement qui a fait que, sous l'effet de la panique, de l'angoisse ou d'une théorie complotiste un peu paranoïaque, il y a des informations qui ont circulé qui étaient un peu délirantes. Après, je pense qu'en France, il y a eu, malheureusement, on a été à l'origine d'un discours un peu difficile à tenir au niveau, qui a compliqué, à mon avis, la coordination et la concertation de la recherche clinique, qui a probablement aussi un peu parasité parfois la prise en charge au niveau du soin hors recherche clinique, puisque moi, il y a des patients qui ont non seulement refusé d'être inclus dans des essais cliniques parce qu'ils croyaient mordicus à l'efficacité de telles molécules et qu'il n'était plus, du coup, éthique de les inclure, de les faire participer à l'ambivalence d'un essai clinique. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas été transférés, par exemple, à Bichat, parce qu'ils savaient qu'ils n'auraient pas forcément telle ou telle molécule. Ces fake news, elles diffusaient partout dans le monde, et on a bien vu que autant les réseaux sociaux pouvaient avoir un bénéfice majeur à diffuser une information très rapidement, autant on a vu aussi les dérives avec la participation à l'emballement et au non-contrôle de l'information. Après, les préprints, c'est différent, c'est-à-dire que on les a jamais autant utilisés, mais je pense que ça part d'un principe plutôt positif qui est de participer à diffuser le plus rapidement possible une information scientifique. Le gros problème, c'est que quand on lit un préprint, il faut être conscient qu'elle n'a pas été revue par des pairs et qu'il faut endosser le rôle d'une lecture critique. Une fois qu'on est conscient de ça, c'est pas un problème. Le souci, c'est que on n'a pas tous, et moi le premier, toutes les armes pour lire un article de façon la plus critique possible. Et puis, on était dans un timing qui faisait qu'on n'avait ni forcément les armes, ni surtout le temps qui permettait d'avoir une lecture exhaustive
et un recul suffisant pour juger de la qualité de toutes les études qu'on lisait en préprint. Donc ça a malheureusement aussi participé à probablement un peu de confusion du message, mais je pense que c'est plus de notre faute à la limite. Enfin, en tout cas, on peut plus s'approprier plus facilement cette autocritique vis-à-vis du préprint. La veille, bon, on a fait une biblio dans le service, mais on était tellement sous l'eau que on n'avait pas non plus, même collectivement, l'esprit assez reposé pour faire des vraies lectures critiques d'articles, mais au moins on partageait des infos et puis on essayait de relativiser. Justement, au sein de Reacting, il y a eu une vraie veille bibliographique avec des chercheurs, des scientifiques qui étaient un peu moins pris par le soin et qui avaient peut-être, même si les chercheurs ont beaucoup donné et continuent à beaucoup donner de leur temps, et peut-être que voilà, et collectivement, ils arrivaient à trouver le temps de faire cette veille et un peu de lecture critique. Il y a des très bons sites qui se sont donné les objectifs de valider, d'estimer, de donner un score de qualité des études, et on utilise ces sites. Après, pour avoir participé à des groupes de travail thérapeutiques au niveau du Haut Conseil ou autre, on a très vite pris, ce qui fait relativiser l'usage du préprint, on a pris comme principe de ne pas prendre en considération dans la réflexion et l'émanation d'un conseil ou d'une recommandation tout ce qui était pré-publié. On ne l'a pas pris en compte. C'était dans un endroit, à l'endroit de nos esprits, mais ça n'a pas participé directement à la décision. Trois grandes leçons. Je pense que la première, honnêtement, hein, c'est vraiment la révolution dans l'hôpital et le fait que je pense que l'unanimité des soignants ne pourront plus revenir à Dintégrum, à l'état dans lequel on était en janvier. Ça, je pense que c'est une certitude. Donc voilà, l'épidémie a su nous montrer qu'on pouvait travailler correctement à l'hôpital, ce qui faisait, à mon avis, plus de 10 ans, enfin, avec cette qualité-là d'interaction avec les administrations. Franchement, ça fait 10 ans, à mon avis, qu'on ne l'avait pas éprouvé de cette façon. Ça a coûté que de l'argent, ça a aussi coûté de l'huile, et l'huile, ça coûte pas cher. La deuxième leçon, c'est que, et ça va avec la première, finalement, la première leçon, c'est que l'agilité, en fait, on était quand même dans un système sanitaire un peu rigide et un peu bureaucratique, et que quand on est obligé de lever ce frein-là, on fait des prouesses. Et effectivement, on peut, je pense, considérer qu'on a encore un système de soins en France qui est parmi ceux qui sont les plus efficaces. Et c'était une bonne injection de rappel. Le deuxième, à mon avis, le deuxième message, c'est la collaboration, c'est-à-dire c'est la transversalité, c'est l'horizontalisation, c'est l'intelligence collective et la nécessité absolue de raisonner en horizontal. Les systèmes de prise de décision dans le monde, on voit bien, notamment à l'échelle d'une société, celles qui s'en tirent le mieux en termes de résilience, c'est celles qui sont capables soit d'utiliser des comment dire, d'utiliser le haut et le bas de l'échelle, c'est-à-dire d'utiliser l'expertise du haut et l'expérience du terrain. Je pense que ce qu'on a vécu, on a démontré qu'on était capable de tirer du haut et du bas, et je pense qu'il n'y a que comme ça que ça fonctionne bien. Mais en gros, vraiment, quand c'est horizontal au niveau du bas et qu'il y a un retour du bas vers le haut avec une expérience qui rencontre une expertise, bah c'est assez magique, et ça faisait un moment que ça ne m'était pas arrivé. Et quand vous voyez ces deux axes se croiser et que vous rajoutez un truc qui nous manque en France, qui est l'implémentation, la science de l'implémentation, c'est-à-dire que ces deux axes doivent se croiser à un nœud qui doit être opérationnel. C'est la mise en œuvre. Et on a toujours eu un problème en France avec la mise en œuvre. On est des intellectuels
et on a du mal à mettre les mains dans le cambouis. Et les gens qui prennent des décisions souvent ont peur de se salir les mains. Là, on n'avait pas le choix et on a relié ces deux axes avec un nœud majeur sur l'implémentation et la mise en œuvre. Ça, c'est le deuxième message phare. Et le troisième, alors si vous m'autorisez 4 points, le troisième, c'est la recherche clinique et la coordination de la recherche clinique. C'est-à-dire qu'on sait, et pour travailler avec Yazdan Pana, depuis quelques années, il m'a toujours dit que la qualité de la recherche clinique réalisée en urgence était une des ripostes de l'épidémie. On est un des pays qui avons initié le plus de recherche dans le monde, mais je ne suis pas certain que ce quantitatif soit un cocorico. C'est-à-dire qu'on aurait peut-être mieux fait de faire moins de recherches, mais d'être capable de les mener à bout sur la première phase pour être en capacité d'avoir des réponses sur l'efficacité d'un traitement pour les phases à venir. Alors, ce n'est pas uniquement de notre faute, puisqu'il y a eu aussi des freins vis-à-vis de la concertation européenne sur des grandes études européennes. Mais je pense que le message sur la nécessité absolue, et ça fait appel aussi à l'humilité des cliniciens et des chercheurs, c'est-à-dire que, autant dans le soin, mais surtout aussi dans la clinique, on a tous des égos, mais il faut, à ce moment-là, urgemment que les égos se mettent au service du collectif. Si on avait fait une recherche collective et concertée, on aurait une réponse, mais on aurait probablement une réponse sur telle molécule ne fonctionne pas de façon certaine, alors que là, c'est de façon probable. Et donc le quatrième point, il serait plus général et plus peut-être philosophique, c'est effectivement cette humilité et le fait que c'est assez étonnant de voir l'impact général, global de cette épidémie qui, sur le plan sanitaire, certes, est un gros coup, mais n'est pas une catastrophe autant qu'on aurait pu le penser au vu de toutes les conséquences économiques, sociétales, politiques, géopolitiques. Les conséquences qu'a eu cette crise sont absolument hallucinantes. Et ça montre la fragilité de nos sociétés et ça questionne sur la résilience de nos sociétés et de nos systèmes. Envoyer un message à des amis ou à des proches en disant le Covid, est-ce que ce sera le trigger du collapse? Quand on mesure le nombre de morts à l'impact aussi systémique de cette épidémie, je ne suis pas certain qu'on puisse répondre à la question aujourd'hui, mais je pense qu'elle est toujours d'actualité et je suis un peu soucieux de la capacité à ce système globalisé de pouvoir être autant résilient qu'on aurait pu le penser par rapport à l'impact sanitaire qui est à la limite finalement assez relatif vis-à-vis de la létalité de cette maladie.